Salut à tous. Et donc, la data serpent de mer des directions financières. Alors, on va en discuter et on va commencer à introduire l'ensemble de cette thématique. Et puis ensuite, nous aurons des exemples concrets sur d'autres capsules vidéo qui vous seront proposées. Kingé Ngo, bonjour Kingé. Bonjour. Associé Finance Transformation. Pierre Lost. Associé en charge de l'analytics, c'est ça Voilà, et de la data, de la data. Du pôle conseil, bonjour. Au sein du pôle conseil de Deloitte, et c'est avec vous donc que l'on va démarrer cette histoire. Je vais reprendre cette image de serpent de mer, Pierre. C'est-à-dire, serpent de mer, c'est l'animal qu'on n'arrive pas à saisir. On sait qu'il est là. De temps en temps, il sort la tête et on se dit « Ouh, il est gros celui-là, il peut avoir un gros potentiel ». Mais on n'en est pas encore vraiment à le mettre dans ses filets, à le pêcher et à pouvoir le dévorer ou le faire cuire. Est-ce que ça te semble une image, en tout cas c'est l'image qu'on a décidé d'utiliser pour voir la façon dont les directions financières aujourd'hui s'approprient la data? Oui. Je pense que c'est une bonne image. On voit que c'est un sujet qui travaille beaucoup les directions financières que nous pouvons accompagner. Ouais. En revanche, elles n'ont toujours pas complètement saisi le sujet. Elles ont une prescience que cette data, elle est aujourd'hui mal utilisée, mal exploitée, mal analysée, et qu'il y a beaucoup de choses à faire potentiellement pour apporter plus de valeur au sein à la fois des directions financières et auprès des métiers autour de cette meilleure utilisation de la data, mais n'ont pas encore trouvé toutes les clés pour y parvenir. Kingé, c'est comme ça que tu vois les choses aussi? Oui, je suis assez d'accord. Alors, ça commence à changer. Ce qu'on a constaté, effectivement, quand on a commencé à parler de data lake, effectivement, quand la technologie a permis, effectivement, tous ces éléments-là. C'est pour ça qu'on a utilisé le serpent de mer, c'est avec exactement. Le data lake, en fait. Il y a eu beaucoup de buzz. C'est le Loch Ness, en fait. Il y a eu beaucoup de buzz, effectivement, autour de ce sujet-là. Beaucoup d'initiatives qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Pour plusieurs raisons dont on pourra effectivement un peu discuter. Ben allons-y, rentrons un petit peu dans les... Vous m'avez dit, premier point, il n'y a pas vraiment de stratégie. Non. L'idée, c'était finalement, il y a des possibilités technologiques autour du data lake. On peut faire un tas de choses. Le volume n'est plus un problème, le traitement de la donnée n'est plus un problème, mais les use cases, effectivement, l'adéquation, faire le lien entre les possibilités technologiques et les use cases côté métier, ce chaînon manquant a eu beaucoup de mal à se faire. Alors pour plusieurs raisons, pour des problématiques de gouvernance déjà, à qui appartiennent les données, c'était pas clair, il y a beaucoup de silos effectivement dans les organisations qu'il fallait casser. Beaucoup effectivement de réticence aussi côté métier. Et puis qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Pourquoi faire? Et puis voilà, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire quoi? Mettre de la donnée dans un data lake, pourquoi faire? Avec quels moyens? Et beaucoup d'organisations derrière effectivement ont confié cette mission à un CDO, pour les organisations qui en avaient, avec des missions qui n'étaient pas forcément toujours très très claires en termes d'objectifs et des moyens qui n'étaient pas toujours suffisants. Pierre? Je suis assez d'accord. Je pense qu'en amont, il y a peut-être déjà vis-à-vis des directions financières une clarté à avoir également sur leur rôle autour de la donnée. Pour moi, j'y vois, il y a 4 rôles qui me paraissent ressortir autour des responsabilités de la direction financière autour de la donnée. Le premier, c'est que la direction financière, elle est utilisateur de la data. Et donc, à ce titre-là, elle est directement concernée par la qualité de la donnée. Donc, c'est un sujet auquel elle doit naturellement s'intéresser. Deuxième rôle qu'on attend, me semble-t-il, d'une direction financière, c'est également une capacité à accompagner les métiers sur l'analyse de la performance. Une capacité potentiellement à croiser une donnée interne, à savoir la mobiliser où qu'elle soit dans l'entreprise. Et aujourd'hui, elle reste très largement silotée. Et potentiellement la croiser avec des données externes pour éclairer la performance des différentes entités. Donc là, il y a un rôle également de la direction financière. On peut le dire, attends, après je te relance, mais il y a un exemple que tu aimes bien et qui, pour le coup, est très pratique. C'est croiser les résultats du duty-free avec le trafic passager, par exemple. Par exemple, on a travaillé récemment pour un groupe qui officie dans le domaine du duty-free, mais je pense que ce serait vrai pour bien d'autres clients. Des éléments, des indicateurs tels que le chiffre d'affaires sont évidemment intéressants, des éléments sur la croissance sont intéressants, mais en revanche, à mon sens, ils doivent être éclairés par des données externes, comme par exemple le potentiel de marché. Parce que croître potentiellement de 3% dans un marché qui décroît de 20%, c'est une très belle performance. En revanche, croître de 3% dans un marché qui croît à 40%, ça n'est pas une performance finalement exceptionnelle. Et donc là, il y a un enjeu à pouvoir éclairer cette performance avec des données externes. Donc il y a aussi toute cette problématique que rencontrent également les directions financières, que de pouvoir combiner à la fois cette donnée interne, qui est encore une fois très largement silotée,
et d'autre part la croiser avec des données externes. Et puis dans les rôles aussi de la direction financière, il me semble qu'il y en a deux autres qui sont également importants. Souvent le directeur financier, il est généralement membre du COMEX. À ce titre, il doit avoir une contribution forte à la définition de la stratégie de l'entreprise. On voit des entreprises qui ont commencé à développer des nouveaux services innovants ou réaliser des gains de productivité avec une meilleure utilisation de la data. Et je pense qu'il peut être proactif pour également éclairer ses collègues de la direction générale sur les moyens de transformer le business model avec la donnée. Et puis il y a un dernier rôle, me semble-t-il, qui est également de voir comment il peut utiliser ces solutions analytiques afin d'accompagner la transformation de la fonction financière et donc, par exemple, de fiabiliser les indicateurs qu'il peut donner sur la performance au métier ou gagner en productivité au sein de ses équipes. On a récemment mené un projet pour la direction financière d'un grand groupe d'assurance qui cherchait, dans une logique de fast close financier, à accélérer ce closing financier dans un contexte où les données étaient de mauvaise qualité. Et ils avaient engagé tout un projet avec nous sur utilisant des technologies de data science pour fiabiliser les données, identifier les données qui n'étaient pas pertinentes ou de qualité et les corriger. Kincaid, justement, rentrons, tu disais, on est sorti du buzz d'une certaine manière. On arrive maintenant sur du concret et des cas bien plus pratiques. Et c'est vrai qu'il y a eu un temps de la désillusion après le buzz où on ne savait pas quoi faire finalement de toute cette technologie, de toute cette capacité. Aujourd'hui, c'est plutôt drivé par le besoin finalement. Et il y a beaucoup moins de communication sur les initiatives autour de la data qui sont menées par les organisations parce qu'elles sont drivées maintenant par le besoin. Alors, le besoin qu'évoquait Pierre, c'est un exemple. Moi, je viens du monde bancaire, qui est un marché qui est plutôt régulé, voire même très régulé. Plutôt régulé. Et aujourd'hui, les besoins, ils sont drivés par le régulateur. Le régulateur, maintenant, quand il vient en mission chez un de nos clients, il ne demande plus de reporting, il demande de la donnée granulaire, source, avec du fort volume. Parce qu'eux n'ont plus de problématique pour la traiter et l'analyser. Donc aujourd'hui, il faut être en capacité de la fournir de manière cohérente. Et aujourd'hui, du coup, les DSI qui se sont équipés de ces fameux data lakes, sans trop communiquer dessus maintenant, commencent effectivement, par opportunité, sur différents projets qui sont menés par les métiers, à loger effectivement ces données-là dans ces fameux data lakes. Mais maintenant, on n'en parle plus vraiment. Mais c'est super intéressant qu'il y ait parce que data sans en parler maintenant. Ouais, mais c'est super intéressant parce que ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire le régulateur qui veut être en fait à la source de la donnée, c'est peut-être aussi ce qui va se passer pour les données extra-financières. Complètement. Ou à un moment, l'ensemble des détenteurs de labels, l'ensemble des régulateurs, parce que ça va être évidemment régulé de manière de plus en plus forte, vont dire non, je veux pas de vos interprétations, je veux contrôler la donnée source et plus que contrôler la donnée source, c'est auditer la façon dont vous l'avez extraite de vos systèmes, pour bien comprendre comment ça a été fabriqué. Mais juste à dire un mot, et on va finir avec ça, il y a eu un moment de désillusion quand même. Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de toutes ces technologies, on a eu beaucoup d'attentes effectivement suite à la nomination d'un CDO dans les organisations telles qu'on peut les connaître. Derrière, pour parler de manière un peu familière, ils ont pris cher les CDO parce qu'avec assez peu de moyens, on leur a demandé de traiter des sujets qui sont quand même transverses à toute l'organisation avec assez peu finalement de support des métiers. Donc aujourd'hui, on peut assister à une certaine forme de renouveau de cette fonction et de ses objectifs. Pierre, c'est l'heure de la revanche du CDO. L'heure de la revanche, je ne sais pas si c'est l'heure de la revanche du CDO. Du renouveau. Non, en tout cas, je partage le point de Kincaid sur la désillusion. Je pense qu'on a voulu d'abord construire des organisations et un outillage avant, encore une fois, de réfléchir au cas d'usage et à ce qu'on voulait en faire. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, à mon sens, aujourd'hui, on a cette désillusion, des projets qui ne répondent pas complètement aux besoins métiers, des projets qui ont une vraie difficulté à passer à l'échelle. On a cherché à industrialiser, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de projets qui sont restés à des phases d'expérimentation et qui ne sont pas passés à l'échelle. Et donc une approche qui doit revenir finalement aux fondamentaux si on veut enfin pouvoir libérer tout le potentiel que revêt la donnée. Si on veut enfin pouvoir servir à table le fameux serpent de mer de la data. Les amis, on continue justement. Je vous invite à rentrer avec nous dans les cas concrets maintenant que l'on va vous proposer autour de la façon dont la direction financière gère ses data.
continue donc nos aventures autour de la data serpent de mer, la data au cœur des réflexions des directions financières. Et là, on va parler de data visualisation. Les meilleures pratiques de la communauté autour de la data visualisation. Frédéric Habitant est avec nous. Salut Frédéric. Bonjour. Vice-président régional donc, de Tableau, qui est là, pour le coup l'un des experts de cette data vise. Et Rodolphe Aubin. Salut Rodolphe. Bonjour. Vice-président finance chez Schneider Electric. On va en parler évidemment très très largement, hein, tu as été le fer de lance d'un projet très très important chez Schneider autour donc d'accès à la data et de data visualisation. Mais avant de rentrer dans ce projet, Frédéric, tu nous as apporté, on va voir tout de suite ce qui est peut-être l'une des premières data visualisations de l'histoire. Tu nous racontes ce que c'est. Quelle année ça a été fait d'ailleurs ? Alors ça a été fait en 1869 et ça raconte la campagne Napoléon de 1812. Voilà. Donc c'est quasiment, on peut considérer que c'est la première effectivement data vise qui a été faite manuellement par un ingénieur civil français qui s'appelle Charles Minard. Qui est ton héros d'ailleurs. Hein, qui est tout à fait mon héros. Tu te rends compte qu'il a fait ça, il avait 80 balais, hein, c'est ça 88 pour être précis. Alors en 1812. Alors, juste un truc pour vous. Il y a un truc que c'est là où c'est ton claim d'ailleurs. Hein, je vois donc je comprends. Le seul indicateur, il y a énormément d'indicateurs. Le seul qui nous intéresse, mettez le plein écran. C'est en fait la ligne donc marron, on va dire ocre. C'est l'armée napoléonienne qui entre en Russie. C'est ça, exactement. La ligne noire, c'est l'armée napoléonienne qui rentre. Qui revient de Russie. Voilà. Et là, on voit le massacre. Quoi. On voit le massacre. On voit le massacre. Il est visible. Tout à fait. Alors, et tu as en dessous les courbes de température, c'est ça hein ? En dessous, il y a les courbes de température et surtout, il y a un troisième axe qui est intéressant, c'est la distance et la direction. Donc, on peut considérer que c'est une data vise qui est très complète parce qu'elle intègre cinq données différentes que sont température, distance, effectif. Incroyable. Et c'est tout à fait incroyable. C'est incroyable. Moi, je me suis régalé en regardant ça, mais Stéphane, regarde la taille de l'armée qui part, regarde ce qui revient, quoi. C'est un truc de... Rodolphe, toi, tu m'en as proposé aussi une magnifique d'un quartier de Londres, victime d'une épidémie, c'est ça hein, Oui, celle-là, elle donne vraiment... elle permet de faire un storytelling sur l'histoire. Et il y a d'autres visualisations aussi de la même époque qui ont aidé à l'aide à la décision. Donc, par exemple, il y avait un médecin à Londres qui avait fait une visualisation sur l'épidémie et qui, grâce à cette visualisation, a permis d'identifier des pompes qui étaient finalement contaminées. C'est-à-dire, c'est les quartiers où tu as le plus de morts, et à un moment, tu te rends compte, par rapport au circuit d'eau courante de Londres, Exactement. où circule le virus, où circule le bacille, ça doit être un bacille d'ailleurs. Donc, une des premières visualisations d'aide à la décision. Alors, Rodolphe, Frédéric, pardon, je vois donc je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est de ça dont on va parler. Il faut absolument un accès clair à la data et très largement partagé pour que l'entreprise puisse avancer ensemble. Alors, je vais pas dévoiler un secret, mais on combine, on fabrique, on accumule des datas de partout en fait. On a des tas de silos de données, ce qu'on appelle des silos de données de partout. Sauf que maintenant, on a une nécessité absolue, c'est de comprendre ces données et de les comprendre. Et c'est d'où je vois donc je comprends. Ouais, c'est ça. D'où mon claim, je vois donc je comprends. Tableau, ça fait des années qu'on a tout de suite pitché là-dessus, c'est de se dire comment on va comprendre ces données, comment on va les comprendre, comment on va les qualifier, comment on va faire en sorte que ces données soient simples à lire, simples à agréger, etc. Et ça, je crois que, et c'est intéressant, on pourra en reparler avec Rodolphe. Il va nous raconter son projet. Ça devient très critique dans la fonction finance, c'est de se dire comment on voit nos données qui sont agrégées de tous les systèmes, qui proviennent de systèmes très propriétaires, de systèmes non propriétaires, etc., etc. Oui, surtout que les données extérieures à l'entreprise extra. vont prendre de plus en plus importance. Rodolphe, rentrons dans ton projet. Un outil donc unique pour accéder à des infos standards pour l'ensemble du groupe au niveau mondial. Voilà. Donc de la performance financière accessible à tous de façon standardisée et de façon simple. Voilà le projet qu'on appelle chez Schneider Electric OneFin, parmi d'autres. Mais quand on parle du niveau mondial pour Schneider Electric, ça représente quoi ? Plus de 80 pays, 135 000 salariés. Voilà. donc c'est un truc massif. Oui. Dis-moi un petit peu ton mode d'approche du projet. Je crois que tu as voulu d'abord te focaliser,
on va parler des fondations ensuite. Mais le plus important pour toi, c'est ce qu'on a vu là, c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, c'est l'expérience utilisateur finalement. C'est l'expérience utilisateur, mais c'est aussi être en accord avec notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est quoi? C'est permettre à chacun de tirer le maximum, le meilleur de notre énergie et de nos ressources en conciliant à la fois progrès et développement durable pour tous. Okay, et donc nous, on a vraiment appliqué ça. Ensuite, on a, avec un sponsoring... Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça, Rodolphe? Ça veut dire, à partir du moment où Schneider Electric est la boîte mondiale de l'efficacité énergétique, oui, tu ne pouvais pas avoir une fonction finance qui gaspille de l'énergie à aller chercher de la donnée. Exactement. Ouais. Donc, ce que nous, on applique à l'externe, on a vraiment voulu l'appliquer en interne. Ouais. Donc, expérience utilisateur, un mot là-dessus. Alors, expérience utilisateur, donc, on voulait développer un outil pour les utilisateurs, mais aussi on voulait le développer par les utilisateurs. Ouais, donc c'était vraiment faisant partie une des fondations qui sont, j'en ai 5 en tête, qui sont de développer ça avec des utilisateurs. Donc les 5 fondations, qu'est-ce que c'était? C'était l'infrastructure, donc toute la tuyauterie, les récipients pour mettre les datas, mais notamment aussi Tableau. Les data, parce que finalement, il n'y a pas de visualisation sans data. Les modèles analytiques, les calculs, les modèles analytiques, et même que ce soit prédictif, prédictif. Donc là, ça, c'est 3 techniques. Et puis après, il y en a 2 qui sont plutôt les process et les people, ouais, les personnes. Ouais. Okay, et ça, j'aime à le dire, et c'est McKinsey qui l'a souligné, que finalement, toute cette chaîne est aussi solide que son maillon faible. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, dès qu'il y a un élément qui est faible dans ces 5 fondations, le projet, la plateforme sera faible. Tu n'es aussi fort que de la force de ton maillon faible. Exactement. Voilà. C'est lui qui décide de tout. Quand tu dis, quand tu dis infrastructure, bon, globalement, c'est le cloud aujourd'hui, finalement, qui te sert d'infrastructure. Est-ce que c'est encore un sujet, l'infrastructure? Est-ce que c'est à toi, utilisateur ensuite de l'ensemble de ce qui va se jouer autour de la data visualisation, de t'occuper de l'infrastructure? La technologie existe, okay, mais après il faut pouvoir aussi investir sur cette technologie. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer dans un projet sans être finalement avoir le support de cette infrastructure. Je crois que c'est quelque chose qu'on va retrouver, mais justement Frédéric, quelque chose qu'on va retrouver très régulièrement dans l'ensemble de ces modules qu'on vous propose, c'est qu'il faut aujourd'hui des financiers bifaces qui s'intéressent à la technologie. Oui, mais ils s'intéressent implicitement de toute façon. Ils n'ont pas le choix. Enfin, je trouve que le rôle du financier, et Rodolphe peut peut-être abonder dans ce sens-là, on a affaire à des financiers augmentés. J'appelle ça des financiers augmentés grâce à la technologie, grâce à la data vis, grâce à tous ces outils qu'on propose aujourd'hui aux directions financières. La fonction ne change pas fondamentalement, mais simplement le rôle du directeur financier devient un rôle de business partner en entreprise qui va pouvoir prédire, qui va pouvoir interpréter, qui va pouvoir même faire ce qu'on appelle du data storytelling. Et c'est là, on parlait de Charles Minard tout à l'heure, c'est intéressant parce que Charles Minard, c'est finalement l'ancêtre du data journalisme ou du data storytelling. Ça veut dire quoi, data storytelling? Eh bien, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire par rapport à des données. Ouais. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on constatait, à partir d'une donnée, on disait, voilà, là, on a telle perte de chiffre d'affaires, on constatait. Maintenant, on va raconter pourquoi on a une perte de chiffre d'affaires, etc., etc. Et on va pouvoir demain, et ça, c'est plutôt... moi, j'aime bien aussi parler du futur, puisque c'est la thématique de notre journée, Future Finance. Demain, on va pouvoir prédire, finalement, là où il va falloir qu'on agisse. Rodolphe, comment est-ce que tu trouves les bonnes personnes avec qui travailler pour mettre en place un tel projet? Alors, les bonnes personnes, c'est à la fois des personnes qui connaissent bien notre métier, okay, qui connaissent bien, qui font le storytelling, qui aident aussi au storytelling, donc des personnes du métier. Mais après, il a fallu aussi trouver des personnes qui savent aussi développer des choses, notamment sur une plateforme comme Tableau. Ouais. Après, quelque chose qui est aussi important, c'est finalement de connaître des personnes qui connaissent bien toute la technologie sur la data. Parce que finalement, il faut rendre cette data accessible. Ouais. Accessible. Donc vraiment des personnes métiers, des développeurs, mais aussi sur la data. Combien de personnes ont participé, l'ensemble des équipes ont participé à l'élaboration de ce projet gigantesque? Alors on est parti avec une dizaine de personnes métiers, et ensuite on a embarqué une petite dizaine de développeurs sur Tableau,
qui quasiment tous les jours continue à améliorer ces visualisations. Parce que c'est quelque chose qui est important, c'est que finalement, on n'arrête jamais. Okay, on capte toujours les besoins clients, les besoins de nos utilisateurs, qui évoluent suivant le contexte, et on continue à améliorer cette plateforme avec des choses qui soient pertinentes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Frédéric. Cette plateforme permet de augmenter le rôle sur la visualisation en délivrant ces visualisations de façon standard, mais de façon beaucoup plus puissante qu'on le faisait avant, de façon beaucoup plus rapide et de façon plus efficace. C'est-à-dire que finalement, le financier qui avant pouvait passer plusieurs heures ou voire des journées à essayer de voir comment il va raconter son histoire, il y a des visualisations qui lui sont maintenant disponibles avec quelques clics pour faire son métier et ensuite prendre des actions, des décisions beaucoup plus rapides. Et gagner en efficacité. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on doit faire. C'est vraiment faire un storytelling, mais ensuite pour prendre une décision. Lancé en mars 2020, c'est ça ? Lancé en mars 2020, à peu près 700 utilisateurs répartis dans le monde entier, 2 tiers de financiers, 1 tiers de non-financiers. Et l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de non-financiers qui s'y intéressent à l'ensemble de ces visualisations. Est-ce que c'est aussi la grande idée, c'est que l'ensemble des informations que diffuse la finance soient largement disponibles pour permettre un pilotage en temps réel de la performance. Le Graal, c'est que finalement, la personne qui prend une décision, il y a personne qui prenne une action et un accès direct et simple à la donnée. Voilà, c'est ça. Et ça peut être le financier, mais ça peut être aussi des non-financiers. Oui, et pourquoi c'est important, c'est que moi j'aime bien dire sur une data visualisation, il y a 2 choses. Il y a le fond, bien sûr, les indicateurs qui sont les indicateurs de performance ou des indicateurs, mais il y a aussi la forme. Et c'est important, c'est un peu comme un plat de grande cuisine. Un plat de grande cuisine se mange toujours d'abord par les yeux. Hein, et une data vis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tant elle sera simple et pédagogique, tant elle sera utilisée en entreprise. C'est pour ça que je rebondis sur le point de Rodolphe. On améliore, on améliore. On améliore bien sûr le contenu, mais on améliore aussi la façon de voir ce contenu. Un peu comme le plat de grande cuisine. Mais alors Rodolphe, t'as pas assez insisté là-dessus, parce que moi je voulais démarrer, parce que quand on a discuté, c'était pour toi en fait le point le plus important, c'est l'UX justement, c'est l'expérience utilisateur. Parce que dans DataVis, pardon de le dire comme ça, il y a Vise. Et c'est ça la clé, quoi. Il faut que ce soit agréable en fait à consulter et à voir. Alors autant l'année dernière, on s'est focalisé sur le lancement, sur la data, sur la forme. Autant cette année, ce que j'appelle un peu la saison 2, on s'est focalisé sur vraiment l'expérience utilisateur. Okay, comment on amène ces visualisations, ces données, ces analyses aux utilisateurs, ou comment on amène l'utilisateur à ces données. Ouais. Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Et le fait que ça soit maintenant disponible de façon dans le cloud, de façon standardisée, nous a permis aussi d'automatiser toute cette expérience. Et on continue là-dessus. Voilà. Bon, et c'est pour vous un des projets les plus importants qui soit mené en ce moment. C'est un très beau projet. C'est un très gros projet, très grande entreprise. Parce qu'en fait, c'est un projet qui s'est fait en partenariat. En fait. Ouais. Nous, on a beaucoup appris aussi sur ce projet. C'est important pour nous, une société où on se remet en question tous les jours. En fait. Notre société, elle est fondée par rapport à ce que nos clients nous disent. C'est-à-dire qu'on ne développe pas des fonctionnalités. Un matin, on se réveille, on dit tiens, on va rajouter telle fonctionnalité. On se dit tiens, quelle fonctionnalité peut apporter le meilleur usage chez l'utilisateur. Là, tu es au cœur des enjeux, de l'énergie, du développement durable, de l'efficacité énergétique, de l'industrie. Enfin, c'est pour ça, à répondre à ta question, pour moi, c'est un très beau mariage, puisque nous, ça nous permet de nous améliorer et ça permet d'apporter finalement de la valeur à notre partenaire, je dis bien partenaire, Schneider Electric. Bon, on est au bout. Il a un petit nom, ce projet? Tiens, je me demandais, je sais pas. Le projet s'appelle OneFin, donc il y a le côté fin comme finance, mais le côté One qui finalement qui est unique et qui et grâce à Tableau nous a permis de le mettre à l'échelle du groupe, donc par rapport à une multitude. Et donc, ce qui nous permet maintenant aujourd'hui d'être accro à la data sans accro. Oh oui! C'était bien. Oh oui, ce sera ton nouveau claim. Accro à la data sans accro. Allez les amis, on continue d'autres programmes passionnants à l'occasion de Future of Finance. Merci.
reste, les amis, dans cette grande verticale des data serpents de mer de la direction financière. Et là, on a un élément très intéressant que nous apporte notamment Galvanize et Pascal Gadea. Salut Pascal. Bonjour Stéphane. Donc le patron France de Galvanize. Annabelle Franconi-Legros. Salut Annabelle. Bonjour Stéphane. Tu es directrice contrôle interne conformité de Sodial, Oui. coopérative agroalimentaire. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires Sodial. Je précise ça, agroalimentaire, parce qu'on est là dans des risques qui sont peut-être les risques les plus importants ou les plus complexes à gérer aujourd'hui, en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire. Ah, enfin, oui. l'idée de la poussière, mais vraiment de la poussière, qui peut faire tomber l'entreprise. Ça existe. Voilà, ça existe dans Et l'industrie. c'est aussi une coopérative agricole, c'est important de le dire. Parce que Qu'est-ce que ça change pour la maîtrise des risques, ça La maîtrise des risques, on va maîtriser les risques de la collecte de notre lait chez nos producteurs jusqu'au produit fini Ouais. qui va se retrouver dans la ouais. GMS. Et ce que tu veux dire, GMS, grande et moyenne surface, Ouais, c'est ça. et ce que tu veux dire, c'est que tes producteurs, tu n'en as pas le contrôle direct, c'est ça qui rend les choses plus complexes pour toi par rapport, On les contrôle. par rapport à un système intégré. Ah oui, on les contrôle, on est obligé de les contrôler. Tu es obligé de les contrôler Oui. Mais qu'est-ce que change le fait d'être coopératif par rapport à un système intégré comme ton concurrent Lactalis, par exemple? Alors, la différence, c'est que nos producteurs sont nos partenaires, sont des vrais partenaires puisqu'ils détiennent le capital de la société. C'est eux qui détiennent le capital de Sodial. Bon, avec des salariés en gestion maintenant. de risque, ça change quoi, Annabelle? En gestion des risques, c'est compliqué d'aller chez eux. Ce sont des producteurs. Ouais, c'est ça. C'est compliqué de leur expliquer les risques. Ah ben Par voilà, exemple, c'est ça. Les gars, ils sont indépendants, Voilà, ils ont une certaine idée de la façon dont on doit faire. Exactement. Ah ben voilà. Et ce sont des producteurs, ils ont leur société. Ouais, c'est ça. Ce sont des vrais partenaires. Et ça, c'est important de l'expliquer. Est-ce que la technologie t'aide? Alors, mais rentrons dans le dur, justement, et puis après, on ira sur le sujet. Mais est-ce que la technologie t'aide, justement? Heureusement que j'ai la technologie et que je digitalise beaucoup, parce que moi, je suis toute seule. Vous êtes deux, tu m'as dit. On est deux. J'ai juste une personne avec moi. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les gars. Je suis toute seule avec quelqu'un qui m'aide, une personne qui m'aide, une jeune personne qui est avec moi, qui a fait 2 ans d'alternance chez moi et qui est restée avec moi après. On a pu, heureusement, on nous a donné les moyens de digitaliser parce que notre métier à nous va du contrôle interne jusqu'à la compliance. Donc on est vraiment sur la ligne 2 du COSO, j'oublie les assurances, mais on fait tout ça, quoi. On va contrôler tous les risques Sapin 2, les risques RGPD. Attends, très concrètement, restons parce que, et ça va passionner Pascal, tu peux arriver devant tes gars avec des visualisations de tes risques qui sont faites grâce à Galvanize. Ouais. Et tu leur montres exactement quelle est la réalité des risques dans lesquels ils sont. Oui. Si tu avais un tableau Excel, c'est pas possible. Eh ben voilà. Parce que l'avantage donc de l'outil Digital Galvanize, c'est qu'on peut faire des ateliers des risques, on peut faire l'auto-évaluation des risques. On envoie juste un lien aux collaborateurs, aux producteurs. Je veux dire, moi j'envoie des liens, je ne vais pas dire tous les jours, mais souvent, justement pour faire de l'auto-évaluation de nos risques, de l'analyse de nos risques, qui sont directement faits par les collaborateurs, les producteurs et le COMEX. Je vois la dernière fois, c'est en COMEX, quoi. C'est facile. Là, j'ai préparé un petit atelier. Est-ce que je fais une formation, juste un petit truc que je fais... T'en as pour plus d'un quart d'heure. Je fais une formation sur Sapin 2 avec les acheteurs, juste avant la formation. Donc, en prérequis, je leur demande de lire le code de conduite, le code de conduite du groupe Sodial. Et juste avant, je vais leur lancer sur leur boîte mail un questionnaire pour voir ce qu'ils ont retenu du code de conduite du groupe Sodial. Donc, tout ça, ça me permet d'aller vite. La digitalisation chez nous, elle va vite et ça me permet de toucher toutes les populations. Et Pascal, on en parle énormément à l'occasion de cette session de Future of Finance, c'est l'expérience utilisateur, c'est l'UX, c'est la capacité que vous avez, vous, éditeurs, à rendre ça ludique, en fait. À faciliter la tâche. Alors, ce que j'aime dans l'expérience d'Annabelle, effectivement, c'est qu'elle est toute seule et le groupe fait 5 milliards.
C'est désœuvrant quelque part, parce qu'en fait, tu devrais être peut-être 5-10 personnes. Ah, mais surtout vu la palette de risques qu'ils affrontent, quoi. On affronte tous les risques. Les gars, ils collectent du lait quand même. Hein. Exactement, c'est un groupe Et très... on n'a pas de problème, on n'a pas de problème. Et c'est pas chez toi qu'il y a eu un problème, effectivement. Voilà, c'est ça que tu voulais dire. Tout à fait. C'est à la fois un groupe extrêmement global. Ce qu'on constate en fait sur le terrain actuellement, c'est un vrai constat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez. Il y a le contrôle interne, la conformité, c'est pas assez considéré dans l'entreprise. J'irai même jusqu'à l'audit interne. Ce sont des gens qui apportent vraiment de la valeur. Ouais, c'est ton truc. C'est pas dans le business. La direction générale ne les voit pas forcément dans le business. On les voit pas en se disant oui bon ça va me coûter, il me faut encore. On est obligé de le faire parce que c'est la loi. Il faut pas voir les choses comme ça. En fait, quand on part d'une notion vraiment des risques, et on le voit avec des sujets très proches de nous, et bientôt les risques climatiques où les sujets RSE vont devenir très prépondérants, et non pas uniquement de changer de nom et dans la direction de la communication, mais avoir des mécanismes de la technologie qui vont y participer, on va voir qu'effectivement ces sujets-là ils vont devenir vraiment acteurs majeurs de la valorisation d'entreprise. Parce que pour recruter les talents, à un moment donné, il va bien falloir monter patte blanche, qu'il y ait une efficacité du contrôle, qu'on est serein au niveau de la lutte contre la fraude, qu'on est serein sur les débats actuels de la COP26 d'ici 2 ans, et comment l'entreprise va effectivement renforcer ses dispositifs de contrôle et d'indicateurs. Tu dis conformité, les 3 points qui... ça va être un choc frontal pour énormément d'entreprises. Conformité, renforcement des exigences RSE et suivi des fournisseurs. C'est-à-dire, c'est l'entreprise étendue qui, et tu le décris parfaitement bien. C'est la loi Sapin 2, le suivi des fournisseurs et des clients au premier rang. Et moi, je fais ça chez Sodial grâce à l'outil. J'envoie des questionnaires. Et ça suit, quoi. Et franchement, ça va bien. On a envoyé 8. Oui, mais envoyer des questionnaires, il faut qu'ils y répondent, il faut qu'ils aient envie d'y répondre, il faut que ce soit presque agréable et sympathique, en fait, d'y répondre. Notre questionnaire, il est agréable et sympathique. Il est traduit en français, en anglais et en arabe, parce qu'on a des fournisseurs à l'autre bout de la planète, même en Chine. Hein. Là, on est en train de le traduire en chinois. Il y a un suivi. L'avantage de l'outil, et je le dis parce que moi j'aime bien cet outil, c'est qu'il y a des relances automatiques. Donc, quand le fournisseur ou le client n'a pas répondu, au bout de 3 jours, il y a une relance automatique. Et au bout de 2 relances, ça arrive chez moi. Et c'est moi qui prends mon téléphone et qui appelle directement le directeur des achats ou le directeur commercial de la BU concernée. Et on travaille ensemble. Moi, en 10 jours, c'est bouclé. Tu te souviens de cette séquence historique pour l'industrie agroalimentaire, aux marges de l'agroalimentaire française, c'est Oprah Winfrey avec la friteuse sans huile Seb et qui dit « Je l'adore ». Et il ne me paye pas pour dire ça. Voilà. Annabelle, tu es l'Oprah Winfrey de Galvanize. D'accord. Voilà. Bon, mais attends, valorisation de l'entreprise, parce que je trouve cette dimension très pertinente, Pascal. C'est-à-dire, tu crois qu'à un moment, peut-être très proche, les analystes financiers vont regarder l'efficacité du contrôle des risques dans les entreprises, la taille des équipes, la face... Oui, le dernier exemple, c'est la pandémie, on ne l'a pas vu arriver. Ouais. Et après, on a vu un peu ce qui s'est passé dans certains secteurs d'activité. La loi Sapin 2, pourquoi on l'a, quand on voit ce qui se passe au niveau des pénalités FCPA ou anti-bribery, l'idée, c'est que participer à la valorisation d'entreprise, c'est effectivement, c'est demain on veut se coter en bourse, on est une jeune start-up puis on va commencer à grossir. On le voit dans les fintechs, on a beaucoup de clients dans les fintechs. Ouais. Et effectivement, ce sont des gens qui sont extrêmement réglementés également. On voit les enjeux. Et donc les recrutements, les postes qui sont à pourvoir, ce sont des gens à forte valeur ajoutée. Mais il faut aussi attirer les talents et il faut donc la digitalisation fait partie de cet accompagnement des talents. D'accord, mais tu crois qu'à un moment, prenons les fintechs, c'est très intéressant parce qu'il y en a quelques-unes qui sont secouées là justement en ce moment sur un certain nombre d'irrégularités. Tu crois qu'à un moment, je reprends ma question analyste financier, le gars veut rentrer en bourse, l'analyste va dire combien vous avez de personnes au contrôle des risques ? Comment vous vous occupez du contrôle des risques? Avec quel outil vous travaillez? Tu crois qu'ils vont rentrer dans cette granularité-là? Ils vont être sur un mode de ratio, ils vont être sur un mode de prorata. Par exemple, si on prend les ratios de l'IFACI, c'est 2,5 auditeurs pour 2500 employés. Dans beaucoup d'entreprises, on en est vraiment loin. Là, on en a un exemple avec le groupe, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Effectivement, on va regarder ça. Donc, c'est important d'imaginer qu'une seule et même technologie, et donc une vision vraiment digitale, c'est d'intégrer les différents besoins d'entreprise. Parce que le problème, c'est qu'on travaille encore en silo. J'ai mon petit collègue dans la pièce d'à côté qui s'occupe des risques informatiques et mon ciseau qui lui aussi il est sur Excel et il est en train de faire une cartographie des risques et il galère. Et comment je vais pouvoir établir ce qu'on appelle au-delà des questionnaires, comment je vais lier tout ça? Nous avons des personnes comme Annabelle
qui sont aussi dans le sujet Sapin 2. Sapin 2, c'est quand même 8 piliers. Quand on a une technologie qui peut en couvrir déjà 6 sur les 8, c'est pas mal. Alors si en plus l'entreprise part sur des budgets complètement éclatés par piliers, c'est ça, valoriser aussi les budgets d'investissement en interne. Mais bien sûr. Et si je vais au-delà de ça, c'est les ventes, contrôler les marges, contrôler les discounts, c'est quand même le business, c'est la chaîne de production, c'est contrôler la supply chain quand on s'appelle un grand distributeur sans les citer, parce que j'en ai plein en tête qui sont également nos clients. C'est un petit peu ça où les gens de la gouvernance peuvent vraiment participer à une valorisation. Et le grand sujet, c'est comment vous pouvez mieux communiquer. C'est-à-dire qu'il faut se vendre. Et quelque part, se vendre en interne, c'est avoir des tableaux de bord, des nouveaux indicateurs de performance, et pas faire de la performance comme tout le monde. C'est de se dire, moi, ma performance, elle vient vraiment de mon système de production, j'ai récupéré les données, j'ai fait des points de contrôle, et j'ai de la vraie valeur, parce qu'on a mis en place les propres contrôles de l'entreprise. La vision, c'est pas aussi d'avoir des systèmes complètement monitorés sur étagère, genre j'ai 250 contrôles. L'idée, c'est j'ai besoin peut-être de mes 10 contrôles, mais ce sont mes contrôles le plus près de mes process et de mes risques. C'est ça, spécifique sur mesure. Exactement, exactement. Et juste pour rebondir, tu parlais de la loi Sapin 2 et la cartographie des risques de la loi Sapin 2, qui peut paraître vraiment lourde à faire. Et nous, on l'a rendu très, très ludique. C'est-à-dire qu'on passe en comité de direction et la cartographie des risques avec Galvanize, alors c'est pas un questionnaire, c'est un atelier des risques. On travaille tous ensemble. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, je présente la loi Sapin 2, j'explique les enjeux. Alors pour moi, il y a plus d'enjeux réputationnels, il y a des enjeux financiers, mais aussi des enjeux réputationnels pour l'entreprise. Oui, mais c'est la même chose, Annabelle. Oui, mais le réputationnel, parfois, il peut coûter plus cher. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le réputationnel, on est d'accord, est sans doute le premier des enjeux financiers. Pour moi, c'est le plus important. Et après, on fait la carto ensemble, c'est-à-dire qu'ils participent à un atelier des risques, tous ensemble. Ils ont un petit book où on va leur expliquer comment analyser tous les risques. Et on fait ça ensemble. Et ça fait que ce n'est pas quelque chose de fastidieux. Mais le sujet, et ce que dit Pascal, c'est que tu dois te transformer en fait en centre de profit. Est-ce que c'est-à-dire, il l'explique très bien et toi tu en es convaincu, c'est-à-dire tu ne représentes pas un coût pour l'entreprise, bien au contraire. Voilà. Non, j'apporte. Disons que de toute façon, dans les entreprises demain, le contrôle interne, l'audit interne et la conformité, ça doit devenir un centre de profit. C'est-à-dire on doit pouvoir prouver à nos patrons qu'on est des forces de proposition et qu'on ne leur coûte pas que de l'argent. Et moi, je pense que grâce à ce que j'ai fait chez Sodial, quand je passe en COMEX ou je passe dans tous les comités de direction de mes BU, j'arrive à leur prouver. C'est simple, c'est synthétique. Je leur apporte, je fais des ateliers des risques avec eux, je leur explique comment travailler après. Je les suis, mais je ne suis pas toujours derrière eux. Et je pense que ça leur plaît. Confiance. Ah oui, il y a une vraie confiance. Et c'est le digital, la donnée, la data, qui te permet en fait. Et heureusement que j'ai confiance. ça, comme Pascal et toi tu le disiez tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure. Moi je suis toute seule avec une personne, on est 2 dans l'équipe. Bon, après j'ai des relais dans mes BU, qui sont les directeurs administratifs et financiers, et qui quand même travaillent aussi avec moi et m'aident. Qu'est-ce que tu appelles, et on va finir là-dessus, Pascal, qu'est-ce que tu appelles la gouvernance moderne ? D'ailleurs, tu le dis en anglais, Modern Governance. Alors, je reprends un petit peu le fer de lance de Galvanize Diligent. En fait, Modern Governance, c'est vraiment cette capacité du board, donc d'équiper d'un point de vue technologique le conseil d'administration avec toute sa vie, toute sa gestion, et que ce conseil d'administration soit lié à toute la panoplie gouvernance, risque, conformité, c'est-à-dire la technologie qui va continuer à descendre dans les lignes, ce qu'on appelle les lignes de défense de l'entreprise, à savoir l'audit interne qui est la ligne 3, le contrôle interne juridique et la conformité, et les opérationnels. Ouais. Tout ça lié avec une vision générale, c'est-à-dire qu'à un moment donné… Complètement désiloté. Complètement désiloté, oui. Mais c'est un peu comme… on voit cette approche arriver sur le marché par pas mal d'éditeurs, mais c'est un peu comme le Canada Dry. C'est à un moment donné, il y en a qui pensent que c'est de l'alcool, c'est pas de l'alcool. Alors je ne veux pas faire contre la loi E20 parce qu'on est filmé, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment avoir une vraie solution intégrée qui désilote tout ça, en fait. Et l'intérêt, c'est au-delà des questionnaires, des points, c'est cette capacité aussi à aller chercher les datas humaines, collecter l'information qui viennent de questionnaires ou d'autres, de participants, mais également de l'informatique, c'est-à-dire des données du système. Et donc de confronter les deux et d'avoir une vision des risques extrêmement précise. Parfait. Un mot de conclusion, Annabelle ? Non, mais ce sujet, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire cette idée que le conseil d'administration, justement, à un moment, va recevoir des questions d'analystes financiers ou de l'ensemble de ceux qui s'occupent de la conformité de la boîte en disant
comment est-ce que vous contrôlez vos risques. Je veux un état détaillé de votre contrôle de risque, comme ils ont aujourd'hui un état détaillé de vos engagements RSE, par exemple. Là, ça va changer la donne. Ah, ça va changer la donne. Et je pense que demain... Et vous serez 10. Ouais, non, je crois pas. T'en as pas envie, en plus. T'es ravi. Non, mais je pense que demain, notre métier aussi va changer. C'est-à-dire que le directeur d'audit interne ou le directeur de contrôle interne hier qui allait contrôler des petits points, demain, c'est plus ça qu'on va lui demander. On va lui demander d'avoir une vraie vision stratégique aussi des risques et de savoir l'expliquer en COMEX, en conseil d'administration, en CODIR. Et c'est ça qu'on attend de nous demain. Merci Annabelle, merci Pascal. Vous continuez à nous regarder. Future of Finance qui continue pour vous.